Donc je voudrais commencer par remercier les organisateurs de ces journées. C'est un plaisir d'être ici. Et comme vous le verrez dans le projet que nous essayons de développer sur le campus de l'Université de Bordeaux, en pleine synergie avec la volonté que l'on a d'essayer d'avoir une réflexion, nous aussi, de notre côté d'innovation technologique, de l'impact qu'ont nos innovations et notre recherche sur la société, que ce soit pour le droit ou pour le développement de ce que le public utilise dans les nouvelles technologies. Alors, je ne vais pas parler de laser en général, il y a beaucoup d'applications du laser. Le projet que l'on essaye de développer ici sur Bordeaux, c'est un projet de rupture technologique, de nouvelle innovation technologique sur les technologies de l'information et de la communication. Alors, vous savez tous, on en a parlé avec le Big Data juste avant, technologie de l'information et technologie de la communication, ça concerne généralement manipuler et produire des données, des informations, les faire circuler, les diffuser, et puis aussi les stocker. Donc les stocker, le big data, les faire circuler via Internet, les manipuler via des ordinateurs. Et les questions que l'on se pose, nous qui travaillons dans l'optique et dans les lasers, c'est où est-ce que les lasers et la photonique en général peuvent intervenir pour améliorer ces technologies, améliorer les débits d'information, améliorer la qualité avec laquelle on peut stocker les données. Alors juste, je ne vais pas vous faire des analyses de données très précises, mais c'est intéressant de se poser la question en fait de la vitesse de croissance, de l'utilisation et quelque part aussi des performances des technologies ou des outils que l'on utilise pour l'information et la communication. Donc là, j'ai pris une analyse qui avait été faite par 2 chercheurs du MIT. Donc je vais juste passer rapidement. Vous avez trois graphes. Alors si vous regardez tout en haut, dans chacun des graphes, c'est dans une échelle qu'on appelle linéaire. Donc on voit là quelque part que c'est comme s'il n'avait pas du tout existé de technologie de l'information avant les années 2000 ou 2010. Et en fait, ce que ce type de graphe montre, c'est qu'on a une croissance dans ce cas-là des volumes de données enregistrées, mais aussi de la puissance des ordinateurs ou de la bande passante des transferts d'informations qui se multiplient par un facteur 10 ou par un facteur 100 chaque année. Donc on est vraiment dans une phase si mes placements étaient multipliés par 10 ou 100 chaque année, je serais très content. Et c'est exactement ce qui se passe avec les technologies de l'information. Donc on est face à un besoin d'innovation perpétuelle qui avait été par exemple donné par la fameuse loi de Moore sur les ordinateurs où il fallait gagner un facteur 10 chaque 10 ans ou quelque chose comme ça sur l'intégration des fonctions dans un microprocesseur. Mais si vous regardez un petit peu, il y a des couleurs sur ce type de graphique et chaque couleur représente une technologie. Et ce qu'on voit, c'est que l'évolution passe lorsqu'on change de technologie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire une rupture et passer sur quelque chose d'autre. Et ces chercheurs du MIT utilisent en fait un graphique qu'ils appellent une série de courbes en S imbriquées pour montrer quel est en fait le vecteur d'évolution technologique. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe sur les technologies de l'information, on voit qu'on a démarré il y a un siècle et puis quasiment jusqu'à la moitié ou les 2/3 du siècle dernier avec l'électronique et l'électricité. Aujourd'hui, on est en train de passer à l'utilisation de l'optique, donc plus généralement la photonique, et puis ce qui est en train de se révéler pour la future technologie d'information et de communication, c'est les technologies quantiques. J'en parlerai un petit peu sans aller dans les détails de ce que c'est. Donc nous, ce qui nous intéresse dans le projet, c'est d'utiliser la nanophotonique, c'est-à-dire les lasers à l'échelle de l'infiniment petit. Et quand on commence à arriver à l'échelle de l'infiniment petit, on arrive dans le monde qu'on appelle le monde quantique, et de voir comment est-ce qu'on peut développer des nouveaux concepts et des nouveaux produits qui vont être applicables dans les futurs moyens de communication, de stockage ou d'analyse des données. Alors je vais juste montrer quelques exemples de ce que l'on regarde ou de là où on pense pouvoir contribuer avec nos centres de recherche et d'innovation. Et en fait, on va s'articuler pour ça autour non pas seulement du cluster dans lequel j'ai la responsabilité de la valorisation, qui est le cluster laser, l'AFIA, le cluster photonique, mais aussi 2 autres centres d'excellence qui existent sur l'Université de Bordeaux. Un autour des matériaux,
puisque pour faire des lasers ou pour faire de l'optique, il faut des matériaux pour conduire la lumière ou la produire. Et puis un autour des logiciels, parce que quand on parle de technologie d'information et de communication, on parle forcément de traitement numérique et donc de logiciels. Donc, il y a 3 clusters, 3 centres d'excellence sur Bordeaux qui vont travailler ensemble sur ce projet. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est justement, je l'ai entendu juste précédemment, en amont de l'innovation ou en amont de la recherche, commencer à se poser les questions sur le droit, sur l'impact que ces inventions peuvent avoir sur la société, pour voir si effectivement il faut poursuivre sur cette voie-là ou il faut prendre une approche un peu différente dans les recherches que l'on doit faire. Donc 4 exemples, puis j'en flasherai quelques-uns après un petit peu plus pour vous expliquer ce qu'on veut faire. Le premier exemple, la première intervention concernait l'espace. Donc je crois que c'est arrivé il y a juste quelques mois. La NASA a pour la première fois réalisé une transmission par lien laser avec un fort taux de transfert de données entre un satellite et la Terre. Donc ça fait partie des enjeux. Et c'est une technologie de transfert. On peut difficilement câbler une fibre optique entre un satellite et la Terre, donc là ça devient obligatoire, mais qui peut se décliner aussi dans des versions terrestres, voire des versions à l'intérieur des bâtiments par ce qu'on appelle le Wi-Fi optique. Un autre aspect, c'est pour améliorer la vitesse à laquelle on peut faire le traitement de l'information, pour améliorer la vitesse des ordinateurs. On est aujourd'hui limité par l'électricité, par le fait qu'il faut que les électrons se propagent dans des fils, et ça chauffe si on veut aller plus vite. Donc pour aller plus vite, on peut passer à l'optique. Et IBM, en fin d'année dernière, a pour la première fois réalisé un microprocesseur dans lequel ils avaient hybridé des fonctions qui sont les fonctions à l'ancienne, des microprocesseurs utilisant des électrons avec des interconnexions optiques. Donc là, on a des brevets sur le campus de Bordeaux qui proposent des solutions pour aller dans cette voie-là. Donc si on améliore la transmission, si on améliore le transfert, la question qui peut se poser ensuite, c'est la sécurité des données lorsqu'on les transfère. Donc on parle souvent dans ce cas-là de cryptographie. Pour les banques, c'est particulièrement important. Avec quel niveau de sécurité on peut transférer de l'information, et on a des solutions en photonique qui peuvent aller jusqu'à, j'y reviendrai un tout petit peu par la suite, des transferts de données avec une sécurité parfaite, parce qu'elle est définie par la science et pas par la possibilité d'aller coder ou décoder une clé. Et enfin, quelque chose qui est aussi très récent, c'est il y a à peu près un demi-siècle, on vivait une vraie révolution. Le premier ordinateur, qui était une pièce peut-être grande comme celle-là, qui était capable de faire 1 + 1 = 2. Aujourd'hui, 50 ou 60 ans après, Google et puis d'autres entreprises viennent d'acheter le premier ordinateur du futur, qui est ce qu'on appelle un ordinateur quantique. Et là aussi, on veut réfléchir un petit peu, dans le cadre de ce projet, à quelle technologie on peut avancer en utilisant la photonique pour faire ça. Alors juste pour vous expliquer un petit peu tous les termes que je vous ai donnés. Donc communication sécurisée, donc comme je l'ai dit, si on veut transmettre de l'information, en particulier si on doit la transmettre avec un faisceau laser dans l'espace libre où n'importe qui pourrait éventuellement regarder la lumière qui est transmise, il faut sécuriser cette information. Et la sécuriser aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est qu'on envoie des informations cryptées, encodées, et puis on envoie le code. Alors soit on envoie quelqu'un avec une petite valise et avec les codes dans la valise, soit on utilise des procédures de clés publiques qui sont suffisamment complexes pour qu'elles ne puissent pas être décodées. C'est d'ailleurs un des enjeux qui motive énormément la NSA pour améliorer la puissance de ces ordinateurs, puisque grosso modo ce type de codage est basé sur la faculté d'aller factoriser des nombres premiers à de très très grandes valeurs. Et la puissance la qualité de l'encryption n'est que limitée par la capacité des ordinateurs à faire ce décodage. Donc plus les ordinateurs sont puissants, plus la clé devient fragile. Donc c'est un problème puisqu'on est capable d'améliorer la puissance des ordinateurs. Et donc une des solutions, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la cryptographie quantique. Alors je ne vais pas vous faire un cours de mécanique quantique, je vous rassure. Mais juste juste très rapidement, comment ça marche et pourquoi ça marche. Donc vous connaissez tous la lumière, et comme il fait beau aujourd'hui, vous utilisez tous des lunettes de soleil qui, la plupart du temps, sont dites polarisantes, c'est-à-dire que quand vous tournez vos lunettes, vous voyez soit la couleur qui change, soit les reflets qui changent. Ça, c'est des propriétés qu'on utilise pour altérer les particules élémentaires de lumière, qu'on appelle des photons, c'est des particules d'énergie qui se propagent. Et en fait, la physique quantique vous dit que vous êtes capable de créer 2 photons ensemble, 2 photons jumeaux,
Et ces photons jumeaux sont comme les jumeaux dans les romans. Si on en pique un, l'autre a mal. Et donc si on utilise ces deux photons jumeaux et qu'on en encode un et qu'on l'envoie à la personne à qui on veut envoyer l'information, si un espion va aller regarder ce photon, il va le piquer, et l'autre photon aura mal, donc on saura que l'information a été détectée par un espion, et donc on saura que l'information n'est pas fiable, donc on n'ira pas décoder le message qui a été envoyé. On le renverra en espérant que cette fois-ci, l'espion ne sera pas en train de regarder l'information qu'on transmet. Et ce fait que ces deux photons aient mal quand on en pique un ou l'autre, c'est quelque chose qui est régi par la physique fondamentale, c'est quelque chose qui est immuable, qu'on ne peut pas changer, et donc on a, à travers cette cryptographie quantique, une cryptographie parfaite. Alors, c'est jamais parfait, parce que le monde n'est jamais parfait, mais elle est en tout cas beaucoup plus parfaite. Elle n'est pas limitée par la capacité d'une agence américaine d'acheter un ordinateur plus puissant que celui des autres pour pouvoir décrypter vos informations. Un autre aspect que l'on peut faire avec la lumière, c'est, j'ai encore entendu récemment, Big Data pareil, stocker l'information. Le stockage de l'information, donc on a de plus en plus d'informations à stocker. Le stockage de l'information, il est limité par la durée de vie des substrats de stockage, et puis aussi par la manière dont on stocke. Et avec des faisceaux laser, on est capable d'aller imprimer à l'intérieur de matériaux qu'on a fait exprès, de l'information sous forme de 0 et de 1. Alors le 0, c'est j'ai pas de lumière, le 1, j'ai de la lumière par exemple. Et cette information, elle peut rester imprimée à l'intérieur de ces matériaux pour une durée indéterminée, qui peut être extrêmement longue, qui peut passer... et donc on est en train d'étudier la possibilité de stocker beaucoup d'informations dans ce type de matériaux. Et se pose bien sûr la question de la pérennité des informations qui sont stockées. Est-ce qu'on a le droit de les stocker aussi longtemps? Comment il faut les stocker? Comment est-ce qu'on doit être capable de les retrouver et de les décrypter? Il faut voir qu'on a déjà beaucoup d'informations sur Terre. Et là aussi, moi je me rappelle d'histoires que j'ai rencontrées avec des aventures autour de missions spatiales, en particulier la sonde Pioneer. On a récupéré les informations de la sonde Pioneer qui a été lancée dans les années 1970. Donc en 2010, on veut reprendre les données que la sonde Pioneer nous a envoyées, on est incapable de les lire. Et donc c'est aussi un problème qu'on doit se poser lorsqu'on stocke de l'information. C'est combien de temps on la stocke et est-ce qu'on sera capable de la récupérer à la fin. Donc j'ai aussi parlé d'ordinateur, puisqu'il faut traiter l'information. Donc d'abord, est-ce qu'on peut utiliser la photonique dans les ordinateurs? Donc comme je l'ai déjà dit récemment, c'est des choses qui existent aujourd'hui. Alors il faut voir que c'est des sujets dont on discutait il y a déjà 20 ou 30 ans, aller mettre de l'optique dans les ordinateurs. Et seulement depuis quelques années, on a les technologies nécessaires pour aller mettre de l'optique dans les ordinateurs. Alors est-ce que c'est parce qu'on a les technologies nécessaires? Sans doute. Mais est-ce que c'est aussi parce qu'avant on n'en avait pas besoin? Certainement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire d'ordinateur rapide sans avoir des transmissions optiques. On va bientôt parler du USB optique, si vous lisez un petit peu des journaux sur l'informatique, parce que le câble électrique n'est plus assez rapide pour transférer les données à la vitesse à laquelle on en a besoin. Et finalement, donc, je voulais finir avec le dernier point, qui est certes plus futuriste, mais c'est l'ordinateur quantique. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler. Un ordinateur quantique, c'est... alors, qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur déjà? En fait, un ordinateur, c'est une machine qui manipule des 0 et des 1. Donc, vous prenez par exemple ce qu'on appelle des bits. Si vous avez 3 bits, vous avez 3 possibilités d'avoir des 0 et des 1. Et donc, ça, enfin, 8 possibilités de faire... des permutations entre des 0 et des 1, ça peut être 0, 0, 0, 0, 0, 1, etc. etc. Et toutes ces permutations-là sont un code, un langage, et l'ordinateur va tripatouiller ces 0 et ces 1 pour en faire des calculs. L'ordinateur quantique, c'est des 0 et des 1, sauf que c'est la physique quantique. Donc un autre aspect de la physique quantique, c'est le chat Schrödinger. Si vous allez sur Internet, vous verrez. Donc d'une part, on a des photons jumeaux, quand on en pique un, l'autre a mal, et d'autre part, on a un chat Schrödinger, quand on le tue, il reste encore vivant. Et il est à la fois mort et vivant. Donc au lieu d'être 0 ou 1, c'est 0 et 1 à la fois. Et donc un ordinateur quantique, c'est un ordinateur qui quelque part fait des calculs sans jamais décider du résultat.
et ça le rend beaucoup plus efficace. Alors ne me demandez pas pourquoi, parce que ça prendrait trop de temps à expliquer, mais simplement parce qu'il garde toujours la mémoire de ce qu'il est en train de faire. Alors que l'ordinateur qui décide, là je fais 1 plus 1 égale 2, il a oublié au bout d'un moment que 2 était 1 plus 1. L'ordinateur quantique, lui, s'en rappellera. Et ça va le rendre beaucoup plus efficace, et le gain en vitesse peut être considérable. On peut gagner des facteurs 10 ou des facteurs 100 en calcul. La NSA a acheté un ordinateur quantique, et Google aussi d'ailleurs. Alors, il existe, je reviens sur, c'est une société américaine qui s'appelle D-Wave, qui vend un ordinateur, donc c'est loin d'être un ordinateur portable, puisque ça c'est une pièce entière, mais c'est exactement comme ce qu'il y avait il y a 50 ans. Et là aussi, nous on est intéressés par le développement technologique, mais quand on voit l'impact aujourd'hui de l'introduction il y a 50 ans d'une machine qui était capable de faire un calcul de base, on peut se demander quel sera l'impact d'un ordinateur qui est capable de calculer même des choses qu'on n'a pas encore imaginées. Là-dessus, je vais m'arrêter. Merci. Bien, merci. Alors, la galerie des curiosités continue, puisqu'on vient de rencontrer des photons jumeaux et des morts vivants dans des ordinateurs qui n'oublient rien. Ce qui d'ailleurs montre bien la problématique des rapports entre droit et science, puisque la science nous dit ce qui est faisable, ce qui est possible, et le droit nous dit ce qui est souhaitable. Et on voit qu'entre cet entrechoquement des finalités, les arbitrages sont assez complexes. Philippe Mozas, que t'inspire le laser? Le laser m'inspire beaucoup de choses, mon cher Christophe. Alors, tout d'abord, on peut préciser que le laser n'est pas un inconnu dans notre droit, mais il n'est certainement pas suffisamment connu. Alors, ce n'est pas un inconnu parce que l'usage du laser ainsi que sa commercialisation est réglementé même au niveau européen. Mais pour rester sur les textes français, il existe une loi du 14 novembre 2011 qui, dans son article 68, réglemente l'utilisation et la commercialisation des lasers. Très simplement, sans autorisation par décret, il est interdit d'utiliser ou de commercialiser en France, comme dans tous les autres pays européens d'ailleurs, des lasers pouvant causer des dommages graves. On dit que ce sont des lasers qui vont au-delà de la classe 2, qui est une classification internationale. Alors, les petits malins qui achètent des lasers sur des sites internet de pays qui n'appartiennent pas à l'Union européenne devraient savoir que cet usage et cette commercialisation de lasers dangereux est quand même sanctionné par 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Et même s'il ne cause aucun dommage, ça peut aller au-delà s'il y a d'autres infractions pénales, bien sûr, coups et blessures, mise en danger de la vie d'autrui, bien sûr. Heureusement pour M. Bouillet, donc, des autorisations sont données par décret, et un décret de 2007, qui vient d'être modifié d'ailleurs en 2012, autorise certaines personnes et certaines industries à utiliser des lasers dangereux, et notamment pour un usage scientifique. Pour ceux qui s'intéressent au droit du travail, n'est-ce pas, on peut signaler aussi qu'un décret de 2010 réglemente l'usage des lasers par les travailleurs dans le cadre de leur emploi. Mais tout ceci est bien, mais vous vous rendez bien compte à l'exposé de ce que vient de dire M. Bouillet, que tout ceci n'est que très partiel, parce que M. Bouillet nous a ouvert des champs d'application de laser qui sont bien autres. Et cela mérite donc de se demander si notre droit pose des questions par rapport à ces futures utilisations, les empêche, au contraire, les facilite. Et ici, je ne peux pas tout évoquer, et ça me serait impossible, parce que d'ailleurs je ne suis pas spécialiste de toutes ces matières, loin de là. Et je voulais simplement évoquer 3 points. Le premier point, c'est tout d'abord la transmission donc d'informations par laser par voie aérienne. Il a évoqué, M. Bouillet, donc la transmission à travers les satellites, mais aussi, pourquoi pas, la transmission terrestre, mais par voie aérienne. Alors ici, il existe une réglementation, une législation sur la transmission d'informations par voie aérienne. Elle se trouve pour l'essentiel dans le Code des postes et de la communication électronique. Alors, c'est d'ailleurs le livre 2 d'ailleurs, de ce code sur la communication électronique qui nous intéresse ici.
Et ce texte, donc, ces textes, cette série d'articles, très longue série d'articles, nous parle de cette communication électronique. Comment l'apprécier par rapport donc à la transmission d'informations par laser? Je dirais que tout d'abord, tout commence bien. Tout commence bien parce que l'article L32 nous dit que la communication électronique, c'est la transmission d'informations, et là je cite, par des moyens électromagnétiques. Et si vous vous souvenez de vos leçons de physique au lycée, plus ou moins fraîches pour chacun d'entre nous, vous savez que la lumière fait partie des phénomènes électromagnétiques, comme d'ailleurs les phénomènes radio. Donc on pourrait se dire, ah, formidable, ces textes vont concerner tous donc la transmission d'informations par laser. Patatras, notre législateur emploie sans doute cette expression peut-être par mégarde. En tout cas, ne soyons pas trop sévères, disons que plus simplement que dans d'autres articles, eh bien, il évoque les transmissions d'informations et les instruments de transmission d'informations par voie radioélectrique. Et là, on n'y est plus. Ça ne concerne plus le laser. Alors, est-ce que c'est gênant? On peut se poser la question. Parfois, la réponse est évidente, parfois non. Et je demanderai son avis à M. Bouillet. Je vais vous donner ici quatre exemples. Par exemple, la réglementation des appareils, ou plus exactement, vous dit le texte, des équipements terminaux de réception des ondes radioélectriques. Donc, il va falloir ici prévoir certainement une réglementation de nouveaux instruments terminaux, par exemple l'ordinateur quantique, éventuellement. Ensuite, un autre point, il existe une agence nationale d'attribution des fréquences radioélectriques. Bon, c'est nécessaire puisque si vous émettez, si deux personnes émettent sur la même fréquence radioélectrique des informations, il y a brouillage. Est-ce que ce serait le cas en matière de laser? Je n'en sais rien, je ne suis pas physicien et là j'attends la réponse de M. Bouillet. Ensuite, deux autres points, parce que je vais les évoquer un petit peu ensemble. Pour transmettre ces informations par voie aérienne, il va falloir tout d'abord utiliser le domaine public pour y installer, par exemple, les moyens d'envoi des lasers et de réception de ceux-ci. Donc, il existe bien un régime d'utilisation du domaine public, mais par les services, par les fournisseurs de transmission radioélectrique. Donc là, il va falloir modifier notre législation. Ensuite, et cela vient avec, je dirais, il existe un régime des servitudes pour ne pas empêcher la diffusion des ondes radioélectriques. C'est-à-dire que l'on peut, sous certaines conditions, et pour donner un exemple simple, imposer à un particulier de ne pas élever sa maison au-dessus d'une certaine hauteur pour que ces ondes puissent se diffuser. Le problème pourrait se poser, après tout, pour un laser. Un laser aussi pourrait avoir un obstacle face à lui. Donc ici, vous avez 4 exemples qui sont à évoquer tout de même. Et est-ce qu'il faudrait donc modifier notre législation là-dessus? Ça me paraît assez clair pour le premier et les 3e et 4e exemples. En ce qui concerne l'attribution des fréquences, je n'en suis pas du tout convaincu, je ne suis pas sûr, il me faut l'avis du scientifique. En revanche, ce qui est bien, c'est que les dispositions des articles L34.1 à 34.6 de ce même code sur la protection des données personnelles vont s'appliquer puisqu'elles visent les fournisseurs de services de communication électronique. Et nous savons donc, cela concerne aussi les communications par voie laser, par la lumière. Monsieur Bouillet a aussi évoqué la cryptographie. Alors là, si vous me permettez l'expression, ça va être notre paire de manches. Je crains qu'il y ait beaucoup d'obstacles. En effet, l'État, et comme tous les États du monde sans doute, l'État français, comme tous les États du monde, veut pouvoir, dans certaines circonstances, écouter ou lire les informations. Alors on pense évidemment aux écoutes judiciaires, évidemment, mais on sait qu'il y a aussi d'autres écoutes possibles désormais,
depuis la loi du 16 décembre 2013 de programmation militaire. L'on sait que les ministres de l'Intérieur, de la Défense nationale, des Transports, ainsi que le ministre chargé des douanes, peuvent mettre en place un service donc, de traitement de données. Ils peuvent le mettre en place, évidemment, pour des raisons de défense nationale, de sécurité intérieure, notamment terrorisme, bien sûr, mais aussi pour des raisons de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation. Cette terminologie particulièrement dangereuse. Bien, donc, pour pouvoir écouter, eh bien, l'État, donc, notre législateur, a mis des limites à la fourniture de systèmes de cryptographie. Ces limites, on les trouve dans une loi du 21 juin 2004, dite pour la confiance dans l'économie numérique. On trouve dans cette loi les articles 29 à 40 qui traitent de cette matière. Alors, la réglementation est complexe. Je vais la résumer assez simplement. L'usage des moyens de cryptographie est en principe licite. Ça, c'est très bien. En revanche, pour ce qui est de la fourniture des moyens de cryptographie, leur importation, leur exportation, c'est autre chose. En ce qui concerne la fourniture des moyens de cryptographie, cette fourniture est en principe licite, certes, mais seulement si ces moyens permettent l'identification de la personne qui a envoyé le message et permettent de garantir l'authenticité de ce message. Ce qui peut de choses pour un moyen de cryptographie, parce que pour la cryptographie, on veut bien évidemment coder le message, que personne autre que celui qui l'a envoyé, le destinataire, puisse le lire. Or, si on va au-delà, il existe un régime donc juridique complexe. Si le moyen de cryptographie permet de coder le message, il va falloir faire une déclaration de ce moyen de cryptographie auprès des services du Premier ministre, excusez du peu, et conserver à l'attention de ces services les caractéristiques techniques de ces moyens de cryptographie, ainsi d'ailleurs que les codes sources des logiciels. Pourquoi ? Eh bien pour pouvoir évidemment mettre fin à cette cryptographie, pouvoir lire le message. Pour ce qui est de l'exportation de tels moyens de cryptographie, c'est même pire puisqu'il faut une autorisation du Premier ministre. Donc la cryptographie quantique semble, elle, ne pas pouvoir être déjouée et effectivement l'État risque de s'y opposer pour des raisons de protection de la défense nationale, de la sécurité intérieure et plus largement des intérêts fondamentaux de la nation. Donc là, ça risque de poser un problème politique très sérieux. J'évoquerai un dernier point. Ce dernier point concerne le stockage des données grâce donc à des moyens optiques. Alors ici, j'irai plus vite parce que d'abord ma collègue qui est intervenue tout à l'heure vous a donné des informations essentielles puisque le risque le plus clair, c'est le risque d'atteinte aux données personnelles. Ici, on peut assimiler le problème posé par le cloud computing, merci pour mon anglais parfait, c'est-à-dire l'informatique en nuage, qui consiste, comme vous le savez, à stocker des données sur des serveurs d'un fournisseur de services, d'ailleurs, donc pas dans son ordinateur, mais sur des serveurs extérieurs, serveurs sur lesquels, d'ailleurs, on va pouvoir aussi trouver les logiciels qui vont permettre de lire ces données. Alors, en Europe, nous sommes assez gâtés. Nous avons une directive, nous avons en France l'ACNIL, il y a l'équivalent dans les pays européens, de l'Union européenne. Il y a une future réglementation, un projet de 2012 dont mon collègue vous a parlé, sur la protection des données personnelles. C'est un règlement européen qui est apparemment en très bonne voie, qui a été bien accueilli récemment par le Parlement européen. Le problème se pose surtout si ces données sont stockées à l'extérieur de l'Union européenne, sur des serveurs extérieurs à l'Union européenne, parce que là, dans certains pays, tout est possible,
Et j'ai lu dans un article récemment que certains contrats prévoyaient que ces données pouvaient être utilisées librement par le fournisseur de services, pouvaient être diffusées et utilisées dans le cadre aussi d'ailleurs de traitement de ces données, ce qui nous ramène d'ailleurs aussi à des problématiques du big data. Donc vous voyez divers problèmes, alors certains qui sont peu de choses, une modification de la législation, simplement. Le gros point d'interrogation, c'est la cryptographie. Alors, il s'agit ici d'un bref aperçu, simplement, ça ne peut faire qu'un bref aperçu. Je ne suis pas spécialiste de tout, il y aurait des choses à voir certainement en droit de l'environnement. Est-ce que ces lasers ne sont pas dangereux pour l'environnement? Que se passe-t-il si des oiseaux passent dans ces faisceaux laser? Et je vous pose la question. Donc il y a d'autres problèmes à envisager, des problèmes de responsabilité, bien sûr. Et ce domaine me semble mériter une large étude qui sera en quelque sorte préventive. Ça permettrait de sécuriser les innovations donc de nos laboratoires qui s'occupent de l'optique, notamment de la FIA à Bordeaux, pour essayer de traiter le plus de questions juridiques possible, un traitement préventif antérieur avant que les problèmes ne se posent effectivement, pour sécuriser donc les innovations des chercheurs. Voilà, Monsieur le Président, merci à tous. Merci Philippe. Alors les oiseaux, qu'est-ce qui se passe si des photons jumeaux heurtent un oiseau en vol? Ça dépend. S'il n'y a que 2 photons, ça risque pas grand-chose. En principe, comme on a déjà beaucoup de télécommunications optiques dans les fibres optiques, la longueur d'onde qui est utilisée est appelée une longueur d'onde eye safe, c'est-à-dire c'est une longueur d'onde qui n'affecte pas ou très très peu les tissus humains. C'est le très très peu qui devient le très très peu reste très relatif, hein. Parce que de toute façon, c'est comme une lampe. Si on met une lampe de très forte puissance, on est ébloui et ça peut être irréversible. Un laser, s'il est très puissant, il peut découper les oiseaux en morceaux. Et ce que vous utilisez alors? Ce que vous utiliseriez? Donc en principe, on n'utilise pas des lasers aussi puissants, en particulier pour la communication. D'accord. Et pour les fréquences, excusez-moi, pour les fréquences, l'attribution des fréquences? Alors l'attribution des fréquences, alors moi, je ne suis pas du tout expert en attribution de fréquences, mais je pense que la problématique d'attribution de fréquences vient d'une problématique d'interférence. C'est-à-dire que oui, c'est ce que vous avez avec une radio ou voire un téléphone de temps en temps. On peut passer sous un tunnel et quand on est en radio grandes ondes, alors je pense que les étudiants n'ont jamais utilisé de grandes ondes, mais certains, c'est les seules radios qui marchent sous les tunnels. Les modulations de fréquences qui ont des ondes plus petites ne marchent pas sous les tunnels. Alors c'est quoi une grande onde? C'est une onde qui a une fréquence très très basse et donc la longueur d'onde, c'est-à-dire si vous secouez une corde, vous avez une onde qui se propage. La longueur d'onde, c'est la longueur des vagues sur l'eau ou la longueur de l'ondulation de la corde. Si elle est longue, elle passe. Si elle n'est pas longue, elle ne passe pas. Mais si j'ai 2 ondes qui ont des grandes longueurs d'onde et qui sont proches l'une de l'autre, elles vont interférer. La longueur d'onde optique, c'est 1 micromètre. Donc à moins d'avoir 2 radios à moins d'1 micron, il n'y a pas trop de risque qu'il y ait des interférences entre 2 faisceaux laser qui vont faire de la communication. Mais il faudra une attribution, enfin une autorisation publique d'envoi des lasers, de communication laser. Il faudra de toute façon des autorisations pour que des faisceaux laser se promènent dans... Et alors si je comprends bien, plusieurs fournisseurs opérateurs pourront envoyer des informations en utilisant le même laser de même fréquence. Je pense. Hein, d'accord. Maël Bénéja, une question. Est-ce que, je pense que les ondes électromagnétiques, est-ce que le laser, la technologie du laser pourrait porter des risques sur la santé? Ou au contraire, est-ce que ça peut pallier les risques? Alors, ça dépend ce qu'on appelle des risques sur la santé. Si on se fait découper en morceaux, c'est un risque sur la santé. Oui, on peut se mettre d'accord là-dessus. Oui. Donc le problème, c'est je pense que tout ce qui est problème de rayonnement électromagnétique, de radiation électromagnétique, donc la lumière est un rayonnement. Le laser est un rayonnement électromagnétique, de la même manière que l'est n'importe quel autre type de rayonnement. Mais là encore, un faisceau laser, c'est très très bien défini. C'est un faisceau, hein, comme le pointeur laser. Ça s'étale pas n'importe où. Donc ça reste confiné dans une zone précise.
dans cette zone-là, il y a de l'énergie qui est transportée, c'est de l'énergie qui peut venir vous affecter, comme les problèmes avec les téléphones portables, hein. C'est essentiellement un problème de trop d'énergie qui vient, je sais pas, dans votre cerveau, etc., qui vous chauffe un peu trop le cerveau. Donc là, on pourrait vous le chauffer un peu plus. Ça ne va pas pénétrer, parce que la longueur d'onde, c'est 1 micron, donc ça va pénétrer de 1 micron. Ça ne va pas pénétrer beaucoup plus, donc c'est pas très dangereux. Ça peut vous brûler, ça peut le faire. Donc après, quel est le risque sur la santé publique? Aujourd'hui, la régulation, nous on y est confrontés quand on veut faire des expériences de transmission, essentiellement dans les espaces aériens, c'est interdit à cause des éblouissements. C'est le risque qui est le plus Oui, j'ai pas évoqué évident. La législation aérienne qui a été évoquée tout à l'heure, hier aussi, oui, effectivement. L'éblouissement, c'est ce qu'il y a de plus dangereux parce que la lumière est très concentrée.